Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est mercredi 9 décembre, il est midi et c'est du coup le début d'un nouveau vlog. Et on va commencer par parler lecture puisque j'ai deux lectures dont je voudrais vous parler. Du coup, la première c'est le livre que j'ai commencé il y a un jour, 2 jours, je sais plus, qui est une de mes lectures du Cold Winter Challenge. Et il s'agit de Le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva. C'est en fait une relecture puisque c'est un livre que j'avais lu plusieurs fois quand j'étais adolescente. C'est un livre que j'aimais énormément et dont finalement j'avais oublié plein de choses parce que là du coup je suis en train de le relire et je redécouvre tout un tas de trucs que j'avais totalement oubliés. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup. Je me suis arrêtée à la page 100 hier soir parce que j'étais un petit peu fatiguée. Je pense que ça se voit un petit peu que je suis fatiguée. Je dois avoir une vieille tête de déterré. Mais voilà, pour l'instant j'aime vraiment beaucoup cette relecture. Alors au début du roman, on va suivre 4 adolescents qui sont dans un pensionnat assez particulier. En fait c'est un pensionnat mais en même temps c'est un peu une prison. On sent bien que les élèves qui y sont n'ont pas tellement le choix. En fait les règles du pensionnat sont vraiment très strictes. Et en fait on apprend assez tôt dans le récit que c'est pas un pensionnat comme les autres. C'est un pensionnat qui recueille les enfants des résistants qui ont été tués lorsque le gouvernement a pris le pouvoir. Et en fait c'était des résistants qui avaient lutté contre la Phalange. Donc la Phalange c'est une organisation politique qui a fait un coup d'état et qui a pris le pouvoir de force dans le pays où se passe l'histoire. Et en fait on a envoyé les enfants de ces résistants dans ce pensionnat pour les garder à l'œil et faire en sorte qu'ils ne reprennent pas le combat de leurs parents. Et du coup nos 4 adolescents qu'on rencontre au début du roman, ils vont découvrir petit à petit la vérité sur leurs parents et ils vont surtout vouloir s'enfuir du pensionnat pour retrouver leurs parents, retrouver les amis de leurs parents et ils vont se retrouver au milieu d'une espèce de combat pour la liberté. Et voilà, en gros pour le résumer, par contre j'ai oublié tous les détails, j'ai oublié toutes les péripéties, donc je suis vraiment très contente de le redécouvrir. Et en parallèle, je vais commencer sur ma liseuse le tome 2 de Martyr de Olivier Perru que je vais lire avec mon amie Charlotte et que j'ai vraiment très hâte de découvrir parce que le tome 1 avait vraiment été une super bonne lecture. Toujours un petit peu dégoûtée finalement que le tome 3 ne sorte pas du tout début janvier, mais à une date inconnue, voire inexistante, parce que c'est à se demander s'il va sortir un jour ce tome 3. Mais bref, en tout cas voilà pour mes lectures en cours et c'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Du coup je crois que je vais vous laisser là, je vous reprendrai plus tard dans la journée ou plus tard dans la semaine si j'ai des choses à vous dire et si j'ai avancé dans mes lectures et voilà, du coup à plus tard. Rebonjour tout le monde, alors on est lundi matin et j'espère que vous allez bien, que vous commencez cette semaine dans les meilleures conditions possibles. Du coup je voulais vous faire un bilan lecture parce que j'ai lu pas mal ce week-end et j'ai terminé 2 livres qui étaient dans mon Cold Winter Challenge. Il était dans mon Cold Winter Challenge ou pas le... Non, il y était pas du tout, je dis n'importe quoi. Bref, dans tous les cas j'ai terminé 2 livres et du coup je voulais vous faire un bilan, mais là je suis en train de me demander est-ce que je vous en avais parlé la dernière fois. En fait je me souviens pas c'est quand la dernière fois que je vous ai pris et je suis même en train de me demander en fait est-ce que j'ai ouvert ce vlog. Je suis pas sûre, je me souviens pas. Je me souviens pas du tout la dernière fois que j'ai filmé. Bref, et bah du coup, si j'ai pas ouvert ce vlog, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Et si je l'ai déjà ouvert, et bah du coup je vais enchaîner sur les lectures en partant du principe que je vous avais déjà dit ce que j'avais prévu de lire, mais franchement rien n'est moins sûr. Bref, alors du coup ce week-end j'ai lu 2 livres. J'ai commencé par terminer le tome 2 de Martyr de Olivier Perru, qui est du coup de la fantasy écrite par un auteur français. J'avais vraiment adoré le tome 1 que j'avais trouvé hyper prenant, hyper immersif, hyper dynamique. J'avais beaucoup aimé l'univers et les personnages. Je vous mettrai le lien du vlog dans lequel j'en parle dans la barre d'infos. C'est une histoire en fait dans laquelle on suit 2 frères qui sont arcerkers, c'est-à-dire une race de guerriers aux yeux dorés qui en fait sont supposés être des tueurs de dragons et qui en fait est une race qui a totalement été disparue parce qu'elle a été massacrée par le roi Siegfried il y a 2 ou 3 générations de ça. Et en fait on va suivre du coup 2 frères qui vivent seuls, qui sont totalement qui sont un peu seuls au monde parce que du coup leur famille a été exterminée et qui sont devenus assassins. Et en fait ils vont accepter un contrat qui va les obliger à protéger une sorte de princesse, Cassis, la dame des ronces, qui est en fait l'espèce de reine de la cité souveraine de Alersen. Et ils vont se retrouver en fait en acceptant ce contrat au milieu d'un gigantesque jeu politique avec des complots, des intrigues politiques entre le roi Carmalis qui du coup règne sur tout le monde, Cassis la dame des ronces, entre les derniers membres qui restent des Arcerkers et également contre des guerriers qui viennent de l'ouest, les l'Iraniens, je sais plus, bref qui sont des gens qui habitent dans les îles de l'ouest et qui veulent se rebeller contre le royaume. Bref en fait ils arrivent un petit peu au milieu d'une espèce d'énorme capharnaüm et ils vont se retrouver pris au milieu de tout ça. C'est une histoire où il y a de la magie, où il y a des fantômes, où il y a du coup des légendes sur des dragons, où il y a une religion dont on sait pas grand chose. Enfin bref, j'avais vraiment adoré le tome 1 et j'ai bien aimé le tome 2, même si je l'ai quand même beaucoup moins aimé que
que le tome 1. En fait, ça a quand même été une déception sur certains points parce qu'il y avait... En fait, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées dans le tome 2 comme dans le tome 1, pardon. Par exemple, le fait que les personnages, je les trouve hyper travaillés, hyper attachants, hyper bien construits, hyper complexes, et je trouve que c'est vraiment super agréable à lire quand t'as autant de personnages en fait et autant d'alliances de groupes, mais que les personnages restent bien construits, restent bien caractérisés. Je trouve que du coup ça donne vraiment de la profondeur au livre et que du coup comme on est attaché aux personnages, bah du coup on est plutôt intéressé par ce qui se passe dans la lecture. Mais malgré ça, même si j'ai bien aimé en apprendre plus sur les personnages et qu'on développe du coup certains personnages, j'ai trouvé que le tome 2 se lisait quand même beaucoup moins bien que le tome 1 parce que en fait le tome 1 j'étais tellement à fond dedans que j'avais du mal à lâcher le livre, et en fait pour le tome 2 j'avais plutôt un peu de mal à y retourner, et quand je le lisais j'étais quand même assez facilement distraite, ce qui est quand même signe que bah, la lecture était moins bien pour moi que le tome 1. En fait je pense que ça vient du fait que dans le tome 1 on est surtout centré sur le point de vue des deux frères, donc des deux Berserkers, et les points de vue des autres personnages sont moins présents parce que vraiment c'est nos deux personnages principaux, alors que dans le tome 2 on va suivre beaucoup de personnages en fait. Tous les personnages qu'on découvre au fur et à mesure du tome 1, et bah du coup on va les suivre dans le tome 2 et on va avoir tout un tas de chapitres de leur point de vue, pour aussi concentrer sur leur histoire, et du coup je trouve que ça ralentit énormément le rythme et que finalement bah, dans ce tome 2 il se passe pas énormément de choses. J'ai pas trop aimé aussi le fait qu'en fait il y ait tout un tas d'allégeances qui changent dans ce tome 2 et que finalement telle personne qui détestait telle personne est prête à faire une alliance avec elle. Enfin j'ai trouvé qu'il y avait trop de changements d'alliance et d'allégeance, que c'était devenu un peu illisible et qu'en fait au bout d'un moment on se rappelle même plus en fait pourquoi telle personne faisait ça, quel était son but à la fin, puisque tout ça est totalement dévoyé par le jeu des alliances et des allégeances, et du coup j'ai trouvé que c'était... Bref, j'ai trouvé que le tome 2 était moins bien, même si je suis assez contente d'avoir eu tout un tas d'informations supplémentaires sur l'univers, notamment tout un tas de réponses sur tout un tas de mystères qu'on a dans le tome 1, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, notamment au sujet de la religion du roi Silence qu'on découvre dans le tome 1, on apprend plein de choses dessus dans le tome 2, notamment sur l'histoire des Berserkers, ça c'était vraiment super intéressant. Donc voilà, en gros le tome 2 c'était une bonne lecture, mais c'était moins bien que le tome 1, il y a quelque chose qui il y a 2-3 trucs qui m'ont déçu, et j'espère que le tome 3 va paraître parce que du coup le tome 3 risque de développer ce qui se passe à la fin du tome 2 qui est vraiment très très chouette. Alors maintenant du coup je vais vous parler du Combat d'hiver, qui est un livre de Jean-Claude Mourleva que j'ai lu du coup pour le Cold Winter Challenge, que j'ai terminé hier et j'ai terminé en pleurs. Enfin clairement les 20 dernières pages je pleurais en fait, je pleurais à chaudes larmes, c'était pas juste des petites larmes, c'est vraiment ça me dévalait le visage parce que c'est un livre qui à chaque fois... En fait j'avais oublié tellement de choses sur ce livre, et les redécouvrir en sachant quand même, parce que je me souvenais très très bien de la fin, en sachant ce qui allait se passer à la fin, j'étais au bout de ma vie, mais c'était vraiment super bien, c'est vraiment une super lecture. C'est un roman en fait qui va parler du coup de résistance, de liberté. Alors à la relecture ça m'a pas mal fait penser à Le Passage de Lois Lowry, qui est aussi un roman jeunesse que vous connaissez peut-être, parce que déjà ça s'adresse au même public je pense en termes de tranche d'âge, mais en plus globalement je dirais que ça aborde les mêmes thèmes même si c'est pas fait de la même manière, et je trouve en fait que dans ces deux livres il y a une espèce d'intensité en fait que j'ai un peu du mal à expliquer, à qualifier. Vous savez, un petit peu comme dans... Je trouve qu'il y a un petit peu un côté conte, vous savez, dans ce que les contes parfois ils peuvent être à la fois super naïfs et super violents, et ben je trouve qu'il y a quelque chose un petit peu comme ça dans ces deux romans. Voilà, en tout cas c'était vraiment très cool, je suis très contente d'avoir redécouvert ce livre parce que j'avais vraiment tout oublié, et vraiment je vous le recommande, c'est vraiment un livre à mettre dans toutes les mains, notamment en ce moment au vu du contexte politique actuel où clairement on nous pond des lois liberticides, et bah tous les 4 matins je pense que c'est un livre assez intéressant à lire sur la résistance, la liberté et voilà le droit du peuple à se révolter contre un gouvernement qui l'opprime, et voilà, bref c'était très cool. Alors ça fait déjà super longtemps que je parle, mais je crois que je vais encore pousser le vice parce que je voulais vous parler du coup de mes prochaines lectures, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, un mois, je sais plus trop, j'avais fait une vidéo objectif de lecture pour la fin 2020 où du coup j'avais fait une liste d'objectifs que j'espérais pouvoir remplir en partie pour fin 2020. Clairement c'était une liste d'objectifs totalement irréalisable, enfin je le savais en fait, en le faisant je pourrais pas tout réaliser, mais c'était davantage une espèce de ligne directrice pour mes dernières lectures de l'année. Du coup je me suis faite une pile à lire de romans que je voudrais lire fin décembre, et là pour ma prochaine lecture, et ben j'hésite complètement entre ceux-là. Du coup j'ai mis Mes vrais enfants de Jo Walton pour la catégorie de la SF écrite par une femme, Warbreaker de Sanderson, et pour la catégorie steampunk je voulais absolument lire La gardienne du chardon de Lorraine Bellès, donc alias Les mots de l'imaginaire, qui me fait très envie. En fait c'est celui que j'ai envie de lire. Le problème c'est qu'il est assez long et qu'en fait j'ai peur de pas aimer, ou j'ai peur de
C'est même pas que j'ai peur de pas aimer en fait. En gros en fait j'ai peur que ce soit une lecture un petit peu trop sérieuse pour la période parce qu'en ce moment je suis un petit peu fatiguée et en plus avec toute l'effervescence de Noël qui approche et tout, je suis pas sûre que ce soit la meilleure période pour le lire et en même temps c'est celui qui m'intrigue le plus et que j'ai le plus envie de découvrir parce que cette histoire de palais suspendu, de steampunk et de sources magiques, c'est vrai que ça m'intrigue énormément, notamment puisqu'en plus on va parler de dépression, enfin il y a de la représentation de dépression et tout. Bref, c'est un roman qui m'intrigue énormément et en plus j'ai hâte de pouvoir donner mon avis quand même sur le livre de Les mots de l'imaginaire parce que c'est quand même assez cool qu'elle ait sorti un livre. Donc voilà, bref, ça m'intrigue énormément mais en même temps je suis pas sûre que ça soit le meilleur moment pour le lire. Bref, je me répète donc vous aurez compris. Et en plus des 3 livres que je viens déjà de vous montrer, j'ai très envie également de découvrir Un gars et son chien à la fin du monde de C.A. Fletcher qui est un livre paru chez Nouveau Millénaire. C'est un livre post-apo et il me fait vraiment mais tellement trop envie que voilà, en fait bref, tout ça pour dire que j'hésite pour ma prochaine lecture entre les 4 livres que je viens de vous montrer et que j'ai absolument aucune idée de lequel choisir. Bref, je vous laisse là, je vous reprendrai ce soir ou non, plutôt demain parce que cet après-midi je suis chez le médecin, donc à mon avis après je serai d'une humeur absolument exécrable. Du coup je vous reprends plutôt demain pour vous dire quelle lecture j'ai commencé et voilà, bref, et voilà, à plus tard. Rebonjour tout le monde, alors on est mardi et du coup hier soir j'ai finalement décidé de lire La gardienne du chardon de Lorraine Bellès, donc du coup Les mots de l'imaginaire. Et je vais pas pouvoir vous en dire grand chose ce matin parce que finalement j'ai lu que le premier chapitre et le prologue parce que hier j'étais éclatée de fatigue et que c'est un livre qui est franchement, bon je suis que tout début mais je pense que je peux dire sans me tromper, c'est un livre qui est quand même assez difficile. Qu'est-ce qu'il fait le chat? Bon il se balade, c'est bon. Qui est assez difficile à prendre en main parce qu'en fait le style est assez soutenu et qu'on arrive dans le feu de l'action, enfin on n'arrive pas dans le feu de l'action, on n'arrive pas au milieu d'une scène de bataille, mais on arrive à un moment où c'est un peu le bordel dans la vie de l'héroïne et du coup ça se sent un petit peu, enfin bref, c'est difficile de prendre le train en route et du coup voilà, pour l'instant j'ai pas trop d'avis à part que c'est un peu difficile à prendre en main, mais j'ai lu que les 29 pages et j'étais très fatiguée, donc voilà, c'est un peu ce qui m'inquiétait en fait, c'était de commencer ce livre dans des mauvaises conditions, mais par contre pour l'instant j'aime bien, je suis assez intriguée, donc voilà, je vais continuer ça dans la journée et je pourrais du coup vous en parler davantage demain. Qu'est-ce que tu veux le petit chat? Sinon hier du coup je suis allée chez le médecin et ça s'est plutôt bien passé, en fait j'étais super stressée de ce rendez-vous et le médecin était vraiment sympa, ça s'est vraiment bien passé. Je suis allée chez le gastrologue parce que pour ceux qui ne le savent pas, parce que j'en parle pas énormément sur la chaîne, mais voilà, j'ai du coup une maladie de l'intestin, une maladie qui n'est pas encore diagnostiquée parce que on n'arrive pas trop à savoir exactement ce que j'ai. C'est pas un truc grave du tout, hein. C'est un truc qui est par contre extrêmement pénible au quotidien. En fait, je suis tombée malade il y a quasiment 2 ans. Enfin, les premiers symptômes remontent d'il y a 2 ans, voire un peu plus de 2 ans. Et du coup, c'était à Pâques 2019 où en fait j'étais vraiment super mal et ma grand-mère m'a amenée. Il y a le petit chat qui fait des bêtises. Et ma grand-mère m'a amenée chez SOS médecin ce jour-là. Et ça a été le début du coup du parcours médical pour essayer de trouver ce que j'avais un petit peu. Et résultat, quasiment 2 ans après, on sait toujours pas exactement. En fait, on m'a fait plusieurs diagnostics, mais à chaque fois, c'est des diagnostics qui étaient pas sûrs et qui, voilà, qui à chaque fois sont un peu remis en question. J'ai vu plein de médecins en fait, parce qu'en plus, je suis tombée dans une période où mon médecin généraliste partait à la retraite, où je devais avoir rendez-vous avec tel médecin, finalement ça a été annulé parce que confinement, bref. Ce qui fait qu'en fait, il y a des médecins qui disaient oui, moi je pense que vous avez cette maladie, et d'autres derrière qui disaient moi je pense que vous avez pas ça. Du coup finalement je sais toujours pas si j'ai soit une rectocolite hémorragique chronique, du coup une maladie inflammatoire de l'intestin, ou si j'ai simplement un côlon intestin irritable qui serait tout aussi chiant mais moins grave quoi je dirais. Mais voilà, du coup c'est un peu pénible parce que ça fait quand même ça fait quasiment 2 ans que ça dure, que c'est pas réglé et voilà, pour ceux qui ont des maladies chroniques ou des douleurs chroniques, tout ce genre de choses ça a énormément de répercussions psychologiques. C'est pas hyper bien traité par les médecins, c'est pas facile du tout à vivre au quotidien, c'est assez peu compris non plus par l'entourage et par la famille. Enfin moi j'ai de la chance parce que mes amis et mon copain sont hyper au point là-dessus, enfin vraiment quand je suis tombée malade et que ça a commencé à être vraiment pas marrant parce que j'avais tout le temps mal au ventre, j'avais tout le temps, je vais rentrer dans les détails là, j'avais tout le temps mal au ventre, je faisais des malaises, je vomissais, j'avais tout le temps des diarrhées etc, je pouvais plus sortir de chez moi parce que j'étais épuisée physiquement et aussi en fait quand t'as tout le temps des diarrhées ou des problèmes digestifs ou des malaises, tu sors pas trop de chez toi en fait, tu t'éloignes pas parce que tu sais qu'à tout moment tu peux faire un malaise ou qu'il peut se passer quelque chose. Du coup en fait de fil en aiguille ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à arrêter de sortir, à m'isoler de plus en plus et c'est là que j'ai développé les premiers symptômes d'agoraphobie. Du coup
Du coup voilà, j'ai un petit peu ça qui se traîne depuis quasiment 2 ans, c'est très très long, ça a mis énormément de choses en pause dans ma vie, notamment ma vie professionnelle parce que du coup je suis tombée malade au moment où je passais du coup le concours du CAPES pour devenir prof de français. Donc j'ai passé les écrits, mais en fait un mois après les écrits j'étais chez SOS médecin quoi, donc du coup j'ai pas pu faire les oraux et depuis comme ça s'est pas arrangé, c'est un petit peu compliqué et le problème surtout que moi je rencontre personnellement dans mon expérience de cette maladie là, c'est qu'au bout d'un moment c'est extrêmement difficile de démêler les symptômes qui sont psychologiques et ceux qui sont physiques parce que comme c'est une maladie qui a des répercussions psychologiques mais également que en fait quand t'es stressé ou anxieux ça accentue les symptômes de cette maladie là, t'arrives à un point où tu sais plus trop est-ce que je suis encore malade physiquement ou est-ce que c'est juste le stress, l'anxiété, la dépression, etc. Parce que tout ça s'entremêle hyper étroitement et en plus il y a quand même énormément de recherches qui sont faites pour montrer que quand tu as des problèmes digestifs ou quand tu es dans un état dépressif, enfin quand tu as des problèmes digestifs, tu es souvent dans un état dépressif parce qu'en fait ça... Enfin en fait je suis pas médecin mais en gros le microbiote de ton intestin joue sur tes hormones du bonheur et du coup inversement aussi donc voilà ce qui fait qu'au bout d'un moment c'est un énorme sac de nœuds et c'est très difficile à démêler. C'est très difficile du coup d'évoquer des symptômes quand tu sais pas est-ce que du coup ça c'est parce que t'étais très stressée ou alors parce que c'était physique, enfin voilà, c'est un gros merdier et ça fait du coup super longtemps que ça dure donc je vous avoue que ça me pesait un petit peu et surtout de toujours pas avoir de diagnostic donc de toujours pas avoir de traitement adapté. Après c'est vrai que j'ai un peu joué de malchance sur mes expériences avec les médecins parce que bon bref mais voilà du coup je suis allée chez le médecin et je voulais absolument lui poser la question de vous à votre avis s'il y a rien est-ce que ça peut être entièrement somatique et dans ce cas il faut que j'aille voir un psychiatre. Et il m'a dit non que... En fait, il m'a dit que en effet, ce genre de maladie et de symptômes, c'était lié à l'anxiété, à l'état de stress, etc. Mais qu'on n'en était pas là encore, qu'il y avait des examens médico-physiques à faire encore. Et que surtout, le problème des psychiatres, c'est qu'il y en a qui servent à rien et il y en a qui médicalisent trop. Et que c'est pas non plus ce qu'on veut. Du coup, voilà, je suis contente d'avoir pu lui poser la question et qu'il n'ait pas balayé un petit peu l'affaire ou qu'il n'ait pas... Parce que bon, on tombe en vérité, on tombe quand même souvent sur des médecins qui sont pas tellement éduqués sur les questions de maladie mentale et du coup c'est un peu pénible quand toi tu sais que les deux sont liés chez toi, tu peux pas juste traiter l'un sans penser à l'autre et voilà, en plus je suis contente parce que très souvent quand t'as ce genre de maladie et que t'as pas de diagnostic rapidement, t'en viens un petit peu à te demander est-ce que c'est juste dans ma tête, est-ce que c'est moi qui exagère ou alors est-ce que c'est juste parce que je suis dans une période de dépression et que je veux pas grandir et que je veux pas avancer dans ma vie, que du coup mon corps invente des symptômes. En fait au bout d'un moment tu deviens un peu pas fou tu vois, je veux pas non plus, mais à un moment dans ta tête ça débloque un petit peu et t'arrives même à te convaincre que parfois t'es pas malade. Enfin moi par exemple les semaines où ça va, où j'ai pas trop mal au ventre, où franchement je pourrais faire des choses, je me dis mais Camille t'abuses en fait, tu pourrais totalement avoir un travail, tu pourrais totalement faire tel ou tel truc et dans ces moments là je me dis que en fait tout ça c'est dans ma tête et que j'ai rien du tout. Et voilà, du coup, ces moments-là, c'est difficile. Mais après, il y a des semaines où je suis malade comme un chien et où je sors pas de mon lit parce que j'ai trop mal et que je suis trop fatiguée. Dans ces moments-là, je me dis, non, ok, vraiment, t'es malade. Mais en fait, le fait de pas avoir de diagnostic et de parfois pas être hyper pris au sérieux par les médecins, enfin, par certains médecins en tout cas, et ça te met dans un état qui est hyper... Enfin, c'est vraiment super compliqué à gérer au quotidien. Du coup, je suis contente d'être allée chez le médecin. J'avais super peur d'y aller. D'ailleurs, j'ai annulé dimanche en me disant non mais je peux pas, franchement c'est trop dur, je veux pas y aller, j'en peux plus d'aller chez le médecin et j'ai repris le rendez-vous dans la journée en fait parce que du coup je me suis dit non faut vraiment que j'y aille. Enfin bref voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis pas sûre que ça vous intéresse mais j'avais quand même envie d'en parler parce que j'ai l'impression qu'il y a un énorme tabou sur les maladies digestives, sur les maladies tout ça parce que voilà ça touche au caca donc personne n'a envie d'en parler, hein, personne n'a envie de parler de ça à qui que ce soit, mais en même temps plus il y a un gros tabou là-dessus et plus c'est difficile à vivre et moins tu peux en parler à tes proches, à ton entourage, à ton médecin, alors que je n'ai pas les chiffres en tête mais le nombre de personnes qui sont atteintes à plus ou moins grave échelle de maladies du système digestif, donc ça peut aller d'un petit intestin irritable jusqu'à des maladies de Crohn ou des trucs des trucs pas marrants, c'est hyper fréquent. Sinon aujourd'hui j'ai quand même une journée assez chargée qui m'attend, même s'il fait un temps de merde, il faut que je sorte dehors parce que j'ai des achats à faire et je vais éternuer.
Du coup, avant d'éternuer, je disais quoi? Qu'il fallait que je récupère une commande de livres. Il faut aussi que j'achète les cadeaux de Noël pour mon papy et ma mamie. En vrai, il n'y a pas tant de trucs à faire, mais il faut quand même que je sorte alors qu'il fait pas beau et que j'aime pas sortir. Mais voilà, du coup, si j'arrive à choper les livres que j'ai commandés et que je veux prendre pour ma grand-mère, bah du coup, je vous montrerai ça tout à l'heure. Bref, j'espère que mon petit laïus sur la maladie, ça vous a pas trop embêté, que ça vous a pas mis mal à l'aise. Mais voilà, bref, du coup, je vais aller faire mes petites choses et puis je vous dis à plus tard. Alors, on est toujours mardi et en fait, je reviens des courses de Noël que j'ai faites. Enfin, je reviens, j'ai pris le temps de manger quand même parce que franchement, j'avais trop faim. Mais du coup, bah ça y est, normalement, j'ai fait tous mes achats de Noël, j'ai fait tous les cadeaux et je suis vraiment contente de ce que j'ai trouvé. Du coup, voilà, je vais vous montrer 2-3 trucs, surtout les livres parce que j'ai pris pas mal de livres pour ma famille et que je me dis que bah, c'est peut-être ça qui vous intéresse le plus, que probablement d'ailleurs le reste vous en fichez. Du coup, pour Guillaume, j'ai pris le comics Superman Red Son. Vous savez, ils étaient avec l'offre 4,90 là. Et je me suis dit que celui-ci... Ah, j'avais les petites étiquettes encore à l'intérieur. Du coup, je me suis dit que celui-ci, ça pourrait lui plaire et qu'il serait sûrement content de le découvrir. Et potentiellement que, bah en fait, si ça lui plaît, peut-être que ce serait une ouverture pour qu'il aille découvrir d'autres comics, bah, des super-héros, là, Superman, machin et tout. Même si, d'après ce que j'ai compris, celui-ci, il est totalement... Enfin, il est à côté du reste des comics, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir lu les autres comics pour comprendre celui-ci, puisque c'est une espèce d'Uchronie où, en fait, Superman serait né... Enfin, aurait atterri, pardon, en Russie pendant l'URSS et serait devenu bah, une espèce de... Comment il s'appelait le mec, là, Vous avez dû voir ça en histoire dans vos cahiers d'histoire. Un russe qui travaillait énormément et qui est devenu une espèce d'idole de la nation et il avait un nom, je sais plus, enfin... bref, je me souviens plus. Bref, en tout cas, je lui ai pris ça. J'ai également pris, toujours pour Guillaume, l'intégrale Faust de Serge Liman, donc publié au Diable Vauvert. Attendez, je vous enlève la petite jaquette. 2095, New York. Dans les plus hautes sphères du pouvoir, le contrôle du monde est en marche. Les puissances qui règnent sur l'économie mondiale déploient leurs forces. De l'autre côté de l'Atlantique, un groupe de scientifiques, d'intellectuels, de diplomates et d'espions prépare la résistance. Ils n'ont pas de nom, pas d'argent, pas de statut, mais leur détermination est digne des utopistes de la Renaissance. Donc voilà, ça a l'air vraiment très cool. Ça a l'air d'être très sympa et il y a un petit mot d'Alain Damasio qui dit « Une œuvre majeure de la science-fiction française ». Donc voilà, bref, je lui ai pris ça, je pense que ça va lui plaire. Ensuite, pour mon petit frère qui a 10 ans en fait et qui, grâce aux dieux du ciel, merci, qui ont entendu mes prières, a commencé à lire des mangas. Et ça, vraiment, ça me met en joie parce que c'était une de mes grandes tristesses dans ma vie. Enfin, non, j'exagère un petit peu, mais vous voyez que mes petits frères ne lisent pas en fait. Pourtant, j'ai tout essayé pour les faire lire, pour qu'ils prennent le goût à la lecture. Et il n'y a rien à faire, bah ça prenait pas. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a un youtubeur que Milan aime bien qui a parlé du manga, celui-ci là, The Promised Neverland, en disant que c'était trop bien. Et du coup, Milan a voulu le lire et il a bien aimé. Donc du coup, maintenant, il lit un petit peu des mangas. Enfin, quand je dis qu'il lit des mangas, il a lu les 5 premiers tomes de ça. Et du coup, bah en fait, je lui ai pris la suite, je lui ai pris le tome 6 et le tome 7 qui ressemble à ça, voilà, du coup je lui ai pris ça. Et je suis aussi passée à la FNAC chercher un livre d'histoire pour mon grand-père et j'ai trouvé Naruto tome 1 et tome 2 à une offre spéciale de 3 €. Du coup je lui ai pris aussi parce que comme ça il pourra découvrir et peut-être qu'il aimera. Donc voilà pour mes petits frères. Et voilà, bah, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire, j'ai déjà encore beaucoup trop parlé. Sinon niveau lecture, bah du coup j'ai pas avancé dans La Gardienne du Chardon, mais je pense que je le reprendrai cet après-midi. Enfin, en fin d'après-midi, parce qu'on est déjà cet après-midi. Oui, du coup, voilà, je le reprendrai dans la soirée et je vous en parlerai du coup demain. Donc voilà, à plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est jeudi matin et j'ai plein de choses à vous dire et à vous montrer. Du coup, je pense qu'on va commencer par le moins intéressant mais le plus drôle, c'est-à-dire mes aventures capillaires d'hier soir, puisque si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'hier soir, j'ai été prise d'une envie soudaine et totalement stupide de me couper les cheveux moi-même. En fait, j'ai commencé à regarder des tutos sur YouTube pour se faire un dégradé soi-même, parce qu'en fait, ça fait des mois que ma mère me tanne pour que j'aille chez le coiffeur. Donc je me suis dit, bon allez, bah je tente. Pire idée, non mais je vous le dis tout de suite, pire idée. Bref, du coup, toujours est-il que hier, j'ai décidé du coup de me couper les cheveux moi-même, de me faire un dégradé. Du coup, pour ça, en fait, tu ramènes une petite couette sur le devant de ta tête, comme ça, donc t'as vraiment l'air d'un con en plus, enfin clairement. Et ensuite, tu coupes, sauf que, en fait... bah j'ai mal mesuré l'épaisseur de mes cheveux et du coup c'est absolument catastrophique, enfin le résultat est absolument catastrophique. Donc là vous le voyez pas parce que du coup j'ai attaché, mais vraiment c'est catastrophique. Donc voilà, hier j'étais à la fois
éclaté de rire et en même temps bah, un peu catastrophé quand même. Alors sur les photos Instagram, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ça se voyait pas et que c'était pas si catastrophique. C'est juste qu'en fait dans la salle de bain sans lumière et tout ça se voyait pas, mais là je vais vous montrer et vous allez le voir que vraiment enfin ça se voit. Donc voilà, bref, bah du coup je vais vous montrer comme ça après on pourra rire un bon coup et passer à autre chose. Du coup tout ça pour dire en fait ne le faites pas chez vous, hein. Vraiment ne le faites pas chez vous, c'est une très mauvaise idée. Je regrette de l'avoir fait clairement. Alors voilà le résultat. J'ai deux énormes mèches super épaisses sur le côté du visage qui... Voilà, bref, heureusement quand je les mets derrière les oreilles, ça se voit pas trop, donc on va finir la vidéo comme ça. Et voilà, bref, tout ça pour dire que du coup, bah, hier on a bien rigolé, mais que j'étais quand même bien contente ce matin de pouvoir prendre rendez-vous avec une coiffeuse à domicile. Bref, voilà, c'était que des histoires de cheveux, mais je voulais quand même vous raconter ça parce que c'était quand même assez drôle. Et voilà, du coup maintenant on va pouvoir passer aux lectures, ce qui est quand même... Oh non, il a abîmé mon livre. Bon bah du coup j'ai déjà abîmé mon livre, mais c'est pas grave. Du coup je voulais vous dire que ce matin j'ai reçu Before Mars de Emma Newman, qui est du coup le 3e tome de sa saga Planetfall. Je parle souvent de cette autrice parce qu'en fait j'ai absolument adoré le premier tome de Planetfall qui est du coup... bah, le premier tome en fait s'appelle Planetfall et il donne le nom au reste de la saga, qui est un livre de science-fiction qui a été vraiment un très gros coup de cœur que j'ai lu cet été et dont je vous ai énormément parlé bah, du coup durant l'été et durant l'automne parce que vraiment très bonne lecture. C'est en fait des romans à chaque fois, enfin en tout cas dans les 2 tomes que j'ai pu lire, c'est à chaque fois des romans qui sont de la science-fiction mais qui sont surtout orientés sur plutôt un côté thriller psychologique que je trouve extrêmement bien fait. Enfin vraiment elle approfondit la psychologie des personnages, c'est super bien fait, elle parle de maladie mentale, elle parle de deuil, elle parle de suicide, elle parle de sujets assez difficiles quand même. Et en fait le problème c'est que sur sa saga qui s'appelle donc Planetfall, je crois qu'en anglais il y a 4 ou 5 tomes qui sont parus, mais en français on a que les 2 premiers tomes qui sont parus en grand format chez Nouveau Millénaire et du coup en format poche chez Pocket. Et du coup bah, j'ai dû le commander en anglais. Ça va être une première pour moi parce que je lis pas du tout l'anglais, enfin ça va être la première fois que je lis quelque chose en anglais. Non, j'ai lu le premier tome d'Harry Potter aussi, mais bon c'est différent parce que Harry Potter 1 je le connais par cœur. Mais du coup voilà, je vais tenter en 2021 de lire de la VO et j'aimerais beaucoup commencer avec Before Mars. Et du coup d'après ce que j'ai compris dans Before Mars en fait on va suivre une jeune femme qui s'appelle Anna, voilà c'est ça, qui est artiste et qui vit sur Mars dans une colonie et en fait elle est artiste peintre si je me trompe pas et en fait elle va se retrouver au milieu d'une espèce de tourmente psychologique parce qu'elle va... Enfin, en fait, il va se passer des choses étranges autour d'elle et elle va commencer à croire qu'il se passe des choses du coup bizarres dans la colonie avec l'intelligence artificielle, avec les autres personnes, etc. Et du coup, bah, on va être comme pour les premiers tomes, un peu sur ce côté thriller psychologique, enquête, bah, sur fond de science-fiction et j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Et sinon, du coup, je voulais surtout vous parler de ma lecture en cours qui est La gardienne du chardon de Lorraine Bélez, donc Les mots de l'imaginaire. La dernière fois que je vous avais pris, je vous disais que le début était vraiment difficile et franchement, je reste sur cet avis. Et en fait, quand j'ai dépassé la page 40, que j'ai commencé à être vraiment prise dedans, ça a commencé à aller vraiment mieux. Et je dirais qu'ensuite il y a eu un nouveau cap à la page 100 et quelques où j'ai commencé à être vraiment dedans et être vraiment très intéressée par l'histoire, très intéressée par ce qui allait arriver au personnage. En fait, je pense que ce que j'aime dans le roman, c'est l'univers. Franchement, je suis admirative de l'univers qu'elle a créé. Il est vraiment fascinant et passionnant. Déjà, je trouve que visuellement, on se le représente très bien et qu'il a l'air très beau. Enfin, moi, en tout cas, la manière dont j'arrive à me le représenter, je le trouve vraiment très attrayant. C'est un univers de steampunk et en fait, pour le moment, dans le début de l'histoire, on se situe surtout à la cour de la reine Victoria, qui est en fait un palais suspendu. Et tout ce qu'il y a autour de ce palais suspendu, l'ambiance qu'elle a créée autour de ce palais, ça me fait pas mal penser à la cour du pôle Nord qu'il y a dans La Passe Miroir, dans le premier et le 2e tome, mais en plus sombre, en plus steampunk, en plus ciselé, en plus adulte. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un univers que j'aime beaucoup aussi pour toute sa richesse et sa complexité. En fait, on sent que c'est un univers qui a été réfléchi. On est du coup sur de la fantasy steampunk, on est du coup dans un univers victorien où il y a une grande importance des machines, il y a des animaux mécaniques, etc., des automates. Et toutes ces choses mécaniques sont animées grâce à une source de magie qu'on appelle les sources et grâce à l'oporum. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, il y a tout un commerce autour de cette source de magie parce qu'en fait, ça vient d'un minerai qu'on peut du coup creuser, enfin qu'on peut trouver dans des mines. Et en fait, il y a du coup tout un tas d'enjeux économiques et politiques autour de cette magie, ce qui fait qu'on est sur un univers où on sent qu'il y a vraiment des enjeux économiques et politiques. Et en même temps, tout ça est mêlé d'histoire parce qu'elle a réussi à... intégrer son monde dans notre histoire, ou alors plutôt c'est qu'elle a réussi à trouver des éléments
assez pertinents de notre histoire réelle, donc des personnages comme je crois certains personnages, certains artistes notamment, elle parle de Baudelaire, de Victor Hugo, elle parle de Freud aussi, qui apparaissent dans son livre et du coup je trouve ça super bien fait, cette espèce de... Bref, je trouve que son univers est vraiment super bien fait, très intelligent et très bien construit et surtout qu'il est vraiment fascinant, enfin vraiment c'est un univers dans lequel on aime être plongé même si c'est un univers qui est très sombre. Désolée, j'ai la voix qui part un peu en vrille parce que ça fait longtemps que je parle, du coup elle risque... Déjà je parle du nez mais en plus j'ai la voix cassée donc c'est pas terrible, je suis désolée. Autre chose que j'aime bien pour le moment c'est les personnages que je trouve très intéressants, très complexes. En fait elle a vraiment pris le parti pris qu'une grande partie de l'intérêt du livre, ça repose sur la complexité et la psychologie des personnages. De faire des personnages qui soient absolument pas lisses en fait, qui soient des personnages très complexes au niveau de leur psychologie, des personnages qui soient très ambigus, des personnages gris en fait, qui sont très clairement torturés, qui sont pas très stables et qui ont clairement une histoire assez tortueuse derrière eux. Pour l'instant j'en suis à la page 150 et j'arrive pas encore très bien à cerner les personnages, ce qui est à la fois assez intriguant parce qu'on a envie de savoir, mais c'est ce qui est également un petit peu difficile parce que c'est difficile de suivre des personnages qu'on ne comprend pas très bien, enfin qu'on comprend pas trop ce qu'ils font. Donc voilà pour les choses que vraiment j'aime énormément dans ce livre et qui font que pour l'instant c'est vraiment une bonne lecture, malgré les points négatifs que du coup je vais commencer à énoncer. Je pense que le point le plus négatif pour moi, ce que j'aime le moins en fait, c'est le style, où vraiment j'ai vraiment du mal avec le style que je trouve un peu lourd en fait. En fait j'ai une tolérance assez basse sur la lourdeur du style, ce qui fait que pour moi là c'est un peu trop et c'est vrai que ça m'a pas mal freiné au début de la lecture, enfin vraiment sur les 50 premières pages où j'étais pas encore lancée dans l'histoire, dans l'univers et tout, et du coup j'avais juste le style qui me heurtait à chaque fois parce que vraiment avec moi ça passe pas, mais ça du coup c'est totalement personnel, donc voilà, je pense qu'il y en a qui apprécieront. Bref, du coup je vais arrêter de parler de ce livre parce que ça fait déjà longtemps que j'en parle, je suis pas sûre que mon avis soit très clair, mais c'est parce qu'en même temps pour l'instant mon avis n'est pas trop fixé puisque je suis qu'au tout début du livre et que c'est une lecture qui me surprend énormément. Bref, du coup sur ce je vous laisse ici et je vous reprends ce soir ou demain. Rebonjour tout le monde, alors on est vendredi et avant de clôturer le vlog je voulais vous parler un petit peu de la lecture de La Gardienne du Chardon parce que j'ai un petit peu avancé hier et j'en suis à la page 250, du coup j'ai légèrement dépassé la moitié du livre et je voulais vous en parler parce que j'ai quand même 2-3 petites choses de plus à rajouter à ce que j'ai dit la dernière fois, donc hier. Alors plus j'avance dans ce livre en fait, plus ça me fait penser à un savant mélange entre La Passe Miroir de Christelle Dabos, Victorian Fantasy de Georgia Caldera et Dragon Blood de Anthony Ryan, parce que vraiment c'est assez rare que quand je lis un livre, j'ai des échos comme ça d'autres œuvres qui me viennent, et là c'est assez frappant. Enfin, je dis pas que ça se ressemble en termes de narration ou en termes, enfin, je veux pas insinuer à aucun moment je veux insinuer qu'elle a plagié, c'est pas du tout ça, mais en lisant ce livre, j'ai des sentiments de rappel de lecture de ces 3 lectures que je viens de vous évoquer, donc c'est assez marrant. Et d'ailleurs en fait c'est probablement parce que ces 3 lectures un peu steampunk que ça me fait penser, moi je dis pas beaucoup de steampunk donc voilà. En fait ça me fait penser à Georgia Caldera, Victorian Fantasy. Victorian Fantasy c'est une espèce de bitlit steampunk, là c'est pas du tout de la bitlit, clairement c'est pas du tout l'ambiance, c'est pas du tout ça, mais il y a quand même des éléments qui m'y font penser en fait, notamment sur la manière de considérer la reine Victoria. Je trouve qu'il y a des éléments qui se ressemblent un petit peu et voilà, pareil dans... Il y a un personnage là-dedans, le personnage d'Adélaïde me fait beaucoup penser au personnage de la tante, celle qui est enceinte dans le premier tome de La Passe Miroir. Un truc comme ça, je sais plus, bref, ça m'y fait un petit peu penser. Et ça me fait surtout beaucoup penser à Dragon Blood, enfin ça me fait beaucoup penser. Il y a des éléments qui me font pas mal penser à Dragon Blood parce qu'en fait, du coup Dragon Blood, je sais pas prononcer, je dis Dragon Blood, je pense que c'est vraiment pas comme ça que ça se dit. Bref, c'est aussi de la fantasy steampunk et en fait on est dans un univers où certaines personnes peuvent avoir des dons de magie, enfin peuvent avoir des capacités un petit peu surnaturelles en ingérant du sang de dragon, et il y a toute une économie en fait autour de ce sang de dragon avec des corporations, des importations, des entreprises, des transports, etc. Vraiment un truc qui fait assez très réaliste en fait, très ancré dans une espèce de domaine politique, économique, et il y a un petit peu ça aussi là-dedans et ça m'y fait pas mal penser. Et voilà, du coup là-dessus ça m'y fait pas mal penser et voilà, je voulais vous partager ça parce que je me suis dit que peut-être si c'était des livres que vous aviez vus aussi, ça vous rendrait curieux de le découvrir. Donc voilà, et sinon également plus j'avance, plus j'apprécie ce que je lis en fait, parce que je commence à être vraiment emportée par l'histoire et à être vraiment très attachée au personnage, et vraiment plus j'avance, plus je suis dedans et plus j'aime. Les choses que j'aime pas sont toujours là, mais du coup j'ai fait de moins en moins attention parce que je suis de plus en plus emportée par l'histoire, donc les choses que j'aimais pas c'était le style et une espèce de sentiment de confusion sur certaines scènes ou sur certains passages qui je trouve desservent pas très bien l'histoire, mais notamment au début. Mais par contre vraiment je trouve que plus on avance, plus on comprend les implications de certaines ficelles de l'histoire, et je trouve que c'est vraiment super intéressant. Et surtout
je trouve qu'il y a une vraie intensité qui se met en place au niveau des personnages et des relations des personnages. Au début, on a vraiment du mal à cerner les personnages qui sont vraiment très complexes et une grande partie de l'ambiance du récit repose vraiment sur cette complexité et le caractère torturé des personnages. Et en fait, plus on avance, plus on se rend compte de certains liens familiaux, de certains liens d'amitié, de certains liens amoureux qui sont vraiment très forts et très poignants. Et vraiment, j'ai découvert des trucs là en passant vers la page 200 et quelques. Il y a des nouveaux personnages qui arrivent et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression d'une espèce de... En fait, il y a eu des scènes qui se sont passées qui m'ont beaucoup touchée parce que ça m'a vraiment... En fait, j'ai trouvé que sur les liens familiaux, il y avait quelque chose de très frappant et de très juste dans cette espèce de haine-amour qu'on peut avoir ou de violence en fait des rapports parfois et de l'intensité de ces rapports-là. Et j'ai trouvé que c'était hyper poignant certains passages et du coup ces passages-là permettent de mieux comprendre et appréhender les personnages et d'être encore plus impliqués et je sens que c'est des choses qui vont être développées en plus. Donc voilà, c'est une lecture vraiment, ça partait pas hyper bien mais plus j'avance, plus je suis convaincue par ce que je lis et il y a même moyen que ça finisse en très bonne lecture. Je pense pas que ça sera un coup de cœur parce qu'il y a vraiment des choses que j'apprécie pas beaucoup mais vraiment pour l'instant je suis vraiment prise dedans et j'ai même hyper hâte d'être ce soir pour pouvoir me poser et avancer ça, peut-être le finir. Ouais, le finir, faut peut-être pas être ambitieuse parce que là il est quelle heure? Parce que là il est 10h13 donc ça fait déjà 5h que je suis réveillée, donc à mon avis ce soir je vais pas faire long feu, mais voilà, je voulais vous faire un petit bilan de mon avancée avant de clôturer ce vlog. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et mercredi je crois que j'ai prévu de sortir la vidéo sur mes sagas en cours, donc voilà, bref, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et à la mercredi prochain.